Bonjour à toi, cher spectateur qui aime les films explosifs au sens littéral du terme, pas uniquement pour le sujet en son centre. Et parlons donc du premier gros film de l'été en match avec un autre cette semaine dont on aura l'occasion de parler après. Parlons donc dans un premier temps de Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan. Et alors l'histoire, pour faire le plus simple possible, c'est la vie de J. Robert Oppenheimer, le créateur de la bombe atomique telle qu'on la connaît aujourd'hui, la bombe A. Et on va suivre tout le parcours en fait qu'il a connu, pas uniquement pendant la création de la bombe A et les deux bombardements à Hiroshima et Nagasaki, mais aussi ce qui s'en est suivi après, notamment Les autour années de la 50, démystification de son 60. image. Voilà. Et tout le parcours qu'il a connu dans sa vie. C'est un biopic très général, on va dire, sur la vie d'Oppenheimer. En même temps, vu la durée, il pouvait effectivement mettre beaucoup de choses à la suite, hein. Oh oui, tout à fait. Et pour en parler avec moi, bah, les gros morceaux de cinéma, j'ai envie de dire, il faut que j'appelle un grand monsieur du cinéma. Donc Alors, j'ai tout de suite pensé à toi, mon cher tu as Mathieu. beaucoup d'autres noms dans ta liste J'en ai qu'on peut plein, aussi appeler j'en ai des plein, grands amateurs, des grands mais j'avoue cinéphiles. que toi, tu es un Bon, grand cinéphile et je sais que les conversations avec toi sont particulièrement florissantes en détails tu me cinéphiliques. flattes parce que quand même, tu as des invités, ils sont hyper pointus Je aussi. sais, je sais. Donc Comment vas-tu, n'hésitez pas à Mathieu? aller sur leur chaîne. Moi, je vais bien et moyen sur certains points qu'on va aborder. Ah, oui, il va y avoir du débat, ça va être intéressant. Parce que toi, on a pensé quoi du film? Je vais d'abord placer un petit contexte quand même pour que Ah, les gens aient en tête comment le film a été créé. Donc il faut savoir que c'est un film qui mûrit visiblement dans la tête de Christopher Nolan depuis un bon paquet de temps parce que la biographie dont est adapté le film date de 2006 et il avait vraiment envie de porter à l'écran la vie d'Oppenheimer, sauf qu'il attendait d'avoir le bon acteur, le bon budget, la bonne forme, tout ce qui allait avec. Il s'est avéré que suite à son gros conflit avec Warner à la sortie de Tenet, parce qu'il n'avait pas du tout aimé le fait que Tenet soit en même temps en simultané sur Warner, enfin HBO Max et les salles de cinéma, il s'est brouillé avec et il s'est barré. Ce qui équivaut d'ailleurs à la petite guéguerre que vous avez cette semaine, Barbie contre Oppenheimer, parce que Barbie c'est Warner et Oppenheimer c'est Universal. Donc c'est pas anecdotique non plus, il y a quand même quelque chose de très vénal derrière, je et si pense. on fusionne les deux, ça fait Barbenheimer, un excellent Exactement. même. Mais donc voilà, on se retrouve avec ce film tourné assez rapidement pour un film de Christopher Nolan. J'ai vu quand même 57 jours de tournage, ce qui est Oui, extrêmement c'est court vrai. pour un blockbuster. Un petit blockbuster mine de rien puisqu'on est seulement sur 100 millions de dollars, Oui. ce qui semble monumental, mais regardez les budgets d'Indiana Jones 5 dernièrement, ou de je ne sais quel film random, insérez le super-héros que vous voulez dedans, le budget est minimissime. Mais pourtant, là, il est mieux utilisé parce que on a plus l'impression de voyager avec Oppenheimer qu'avec Indiana Jones. Ah bah ça, c'est un voyage très différent, mais oui, oui, Mais je cela suis ne d'accord avec nous toi. regarde pas. Cela ne nous regarde pas, en effet. Contexte placé, je vais d'abord te laisser la parole, mon cher Mathieu, pour que tu dises aux gens ce que tu as pensé d'Oppenheimer. Et j'aime Christopher Nolan. La plupart de ses films m'enchantent. Mais, Parce alors, qu'il y a un mais. à partir de Dunkerque, bon, ça passait encore parce que faut rappeler que c'est en anglais, donc Berfield et Albion et tout ça. Donc le fait de un petit peu pisser sur la place des Français à Dunkerque, euh, ça passait moyen, mais disons, c'est pas aussi insultant que de refaire du Shakespeare avec The King, où on invente carrément que le Henri V anglais était un gentil roi, alors que c'est considéré comme un des rois les plus cruels d'Angleterre, hein. On va dire que l'histoire, quand on la viole, on peut faire de beaux enfants. Et là, ce qui est un peu bizarre, c'est ce film-là, c'est pas mon Nolan préféré, mais surtout, c'est un Nolan, un post-Tenet totalement, vu à quel point il se renouvelle. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que c'est quasiment un film de première fois pour Nolan, parce que c'est quand même le premier film où il parle de politique, avec toute la question du macartisme, premier film à multiples sujets, puisque d'habitude c'est un seul sujet, il traite de différents angles, qui permet ainsi de créer son labyrinthe habituel dans sa narration non linéaire. Là aussi c'est une narration non linéaire, mais par contre c'est avec plusieurs objets, que ce soit donc la question du macartisme, la question de la rivalité, la question de l'éthique, la question de la création de la bombe, et donc la création de la ville de la Samos aussi. Tout ça, c'est des ensembles. Et c'est la première fois qu'il y a ce genre de mélange-là que fait Nolan. C'est aussi la première fois qu'il y a une scène de sexe dans un film de Christopher Nolan, qui, s'il n'est pas prude quand même, parce qu'il n'hésite pas à montrer ce qu'il a à montrer,
C'est quand même quelqu'un qui était pas forcément porté sur la chose, alors que là, c'est quand même des trucs assez frontaux. Et aussi, c'est la première fois qu'il y a un personnage qui est adultérin, puisque une des thématiques de Nolan, c'est aussi la relation qu'il a avec sa femme, puisque dans quasiment tous ses films, on va dire, non, jusqu'à Dunkerque aussi, c'est avec des personnages qui sont mariés ou qui sont en deuil de leur femme, et ça tourne souvent autour de ça, le personnage, et avant tout le miroir de sa femme. Là, c'est pas tant un miroir, c'est plutôt une dualité, voire même une trualité, puisqu'il y a un trio. Et là, je commence vraiment à dire beaucoup de choses. Ah oui, et aussi, autre première fois que fait ce film-là, c'est la première fois qu'il y a des images psychédéliques dans un Nolan. Parce que, alors, une image psychédélique, c'est pas. Il y a des couleurs partout, un petit peu. Quand on voit des réactions en chaîne ou, comme il imagine, des trous noirs, ça peut être des images psychédéliques, puisque ça montre ce qu'il y a dans l'intérieur du personnage, à l'intérieur de sa pensée. Moi, je pense plutôt à une certaine scène dans le bureau tribunal, Oui. où il y a deux femmes qui se regardent. Ça, c'est une scène psychédélique, parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas dans la vraie vie, mais qui arrive dans la tête du personnage. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans un Nolan, même dans Inception. Voilà, j'en ai beaucoup dit, mais toi, je voudrais avoir ton avis parce qu'on n'en a pas discuté en off. Personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que je fais partie de ceux qui n'aiment vraiment pas Tenet. D'accord. J'ai vraiment un gros problème avec Tenet, je trouve que c'est un film qui se prend trop la nouille, mais ça je vous invite à regarder la vidéo pour mieux comprendre mon avis là-dessus. On est d'accord là-dessus. J'ai beaucoup aimé Oppenheimer parce qu'il est extrêmement sobre par rapport à ce que Christopher Nolan a l'habitude de faire. On n'est pas du tout dans du conceptuel, on n'est pas du tout dans multiplions les points de vue pour en faire des caisses et pour raconter trop de choses. Là c'est plus dans les thématiques. Mais finalement d'un point de vue narratif, ça reste assez soft, j'ai envie de dire. À la fin, quand même. À la fin, ça part dans beaucoup de directions. On se retrouve dans un quasi-following dans le. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais je trouve que par rapport à ce qu'il a fait dernièrement, notamment avec Dunkerque qui explosait vraiment l'idée de triple narration avec ses 3 lignes temporelles, avec Tenet où tu as une double ligne de lecture dans le sens où ça marche dans 2 sens opposés en termes de temporalité, avec tous ces films-là qui ont souvent tendance à démultiplier, on va dire, les manières de concevoir un film, donc vraiment dans le concept pur, voir Christopher Nolan aller juste dans un biopic, sobre, sur pas mal d'aspects j'entends, se permettre comme tu disais beaucoup plus d'expérimentation en termes de graphisme et d'esthétique plutôt que de faire de l'expérimentation narrative, ça fait que moi je trouve qu'il se réinvente avec ce film. Je dirais pas qu'il propose quelque chose de radicalement différent par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, parce que ça reste un film très nolanien, que ce soit dans son esthétique, que ce soit dans sa lenteur, que ce soit dans son énergie au contraire par moment, que ce soit dans le choix d'avoir une partition musicale omniprésente du début à la fin de Ludwig Göransson. Il y a des choix qui sont très nolaniens. Mais je trouve qu'il y a ces petites expérimentations, comme tu disais, il y a ces petits effets un petit peu psychédéliques par moment, ou si ce n'est psychédélique, en tout cas des jeux avec la psyché des personnages. Il y a ces instants, voilà, presque suspendus dans le temps, où tu te demandes ce qui se passe et où finalement il joue un petit peu avec toi. Je pense à l'explosion de la bombe atomique qui est très très bien faite de ce point de vue-là. Je trouve qu'il y a une... Très bien préparé aussi au niveau du son. Exactement. Parce qu'il y a des tests d'implosion qui sont faits avant, et là, soyez attentifs, regardez bien l'image et le son. Ça a toujours été le cas de toute façon avec Nolan. Tu regardes même Tenet, il jouait déjà aussi un petit peu avec ça, avec l'inversion sonore, avec les décalages du son qu'il pouvait y avoir avec le temps. Enfin, c'était très très bien fait. Mais en tout cas, voilà, je trouve que dans sa grande majorité, le film n'est pas un nouveau film de Nolan. C'est un film dans la continuité de ce qu'il a l'habitude de faire, mais sous un autre angle qui, moi, me plaît beaucoup plus, m'attire et me donne envie de vraiment aimer ce film. Et, point à part, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Et pourtant, c'est 3 heures. Ouais, un petit peu aussi, parce que... En fait, c'est surtout, ça sera au niveau de la mise en scène qu'on en parlera. Mais là, c'est un film dans lequel j'ai vraiment vu les limites de Christopher Nolan. C'est un bon réalisateur, mais c'est un réalisateur qui est limité. Et là, malheureusement, il a atteint, à mon avis, un certain mur. Soit c'est parce que, justement, c'est pas son truc et donc il expérimente. Soit, justement, c'est que là, c'est pas fait pour lui. Mais on y viendra en temps et en heure. Tout à fait. Je te propose du coup qu'on saute dans la partie écriture, donc où Christopher Nolan a écrit seul le scénario comme il le fait dernièrement très souvent, basé donc sur une biographie faite par Kay Bird et Martin G. Sherwin, qui date donc de 2006 comme je le disais, et qui n'a seulement été que très récemment traduite en français. Ce qui fait que c'était impossible de la trouver en France avant la sortie du film, ce qui est bien déprimant quand on est un petit peu curieux. Au-delà de ça, on l'a évoqué, niveau structure narrative, donc on a
On va dire qu'au début, le film part en 2 temps. Mhm. Un premier temps qui s'appelle fusion et un deuxième temps qui s'appelle fission. C'est ça. Si je me plante pas, c'est dans Non, c'est d'abord fission. c'est ensuite fission, ensuite fusion. Ouais, ça Oui. doit être ça. Oui, parce que ça suit le schéma. Donc d'abord la bombe atomique en fission, ensuite la bombe à hydrogène, la fusion. La fusion, c'est ça. En Ça sachant dépend ça. que fission au début est en couleur et fusion est en noir et blanc. C'est ça. Et au fur et à mesure, ça va s'entremêler, il va y avoir des passages en noir et blanc, des passages en couleur. C'est la partie, on va dire, esthétique qu'il a voulu travailler, qu'on évoquera dans la partie Il y a mise même en scène. trois époques, puisque la partie justement qui se passe dans le bureau tribunal, c'est entre les deux. C'est ça. La partie Et fission, couleur, c'est en vraiment couleur. retour dans le temps. C'est C'est ça. compréhension de comment il a conçu la bombe A, comment il a compris les mécaniques quantiques, comment il a réussi à Depuis l'université en Allemagne, 28, 1928 jusqu'à 1945, voilà, date que l'on connaît, pour les 2 bombes qui sont tombées au Japon. Voilà. Donc ouais, niveau structure narrative, on reste sur une base expérimentale à Nolan, c'est-à-dire vraiment ce double jeu de temporalité, parce que je pense que dans sa tête, ce n'est pas possible de faire un film sur un seul plan narratif. Sinon, son logo, ce serait pas un labyrinthe. Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, ouais, je sais pas ce que tu en as pensé du coup, mais je trouve que dans sa globalité, alors, si je devais vraiment déjà évoquer tout de suite un point noir, histoire de le torcher et de ne plus l'avoir à évoquer ensuite, encore une fois, c'est un film qui est très froid. Oui, mais ça, c'est une habitude de Nolan. Mais voilà, mais c'est une habitude, moi, qui me gêne de plus en plus, parce que, on va en parler ici, mais elle ne devrait pas être telle qu'elle, au vu de l'impact que que le dernier acte du film est supposé avoir sur nous. C'est le gros point qui me gêne, c'est-à-dire qu'encore une fois, Christopher Nolan va créer des personnages qui sont très charismatiques à l'écran, qui ont vraiment un poids, un impact et une force. Je pense pas forcément à Robert, mais je pense aussi à Kitty, sa femme, qui est tout de même un personnage très charismatique. Je pense à Groves aussi, qui est un personnage qui amène très rapidement son énergie dans le film. Il y a Taylor, il y a plein d'autres personnages aussi qu'on peut évoquer qui ont vraiment une énergie et une force d'impact à l'écran. Mais ce sont des personnages qui sont souvent très fermés, et si ce n'est fermés, qui finalement se dévoilent par des allégories scénaristiques et de dialogues qui sont impactantes, mais qui émotionnellement ne transmettent rien. C'est un petit peu en même temps logique dans le sens, c'est l'univers dans lequel évoluent ces personnages-là. Ce sont avant tout des personnages universitaires. Et plus encore, c'est un mélange soit de l'université, soit de la politique, avec en particulier le personnage de Strauss. Mais là-dessus, ce qu'on peut voir, c'est que justement, ils sont obligés d'être fermés parce que, soit justement, quand ils souffrent, c'est lorsqu'il y a une explosion. C'est vraiment le cas de Kitty. C'est quand elle en a marre de cette hypocrisie de façade et le fait qu'on doive louvoyer. Elle, ce qu'elle veut, c'est non, on tape dans le fond, c'est pas notre mère, justement. À la place, là, on envoie la bonne charge, histoire de faire une réaction en chaîne. C'est ça l'idée. Mais, encore une fois, est-ce que justement, si ça avait été des personnages plus chaleureux, pour reprendre tes termes, est-ce que ça aurait été encore du Nolan? Parce que là aussi, on quitte la façon de concevoir l'univers, à mon avis, comme le fait Christopher Nolan. Il y a Après, Hugo tu vois- Décrypte qui a fait son interview, Ouais. c'est vachement intéressant, et on voit comme ça pas mal de facettes de lui en tant qu'humain. Mm. Si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à regarder. Et encore une fois, moi je trouve qu'il a de toute façon délaissé l'aspect, on va dire, affectif que tu peux avoir pour des protagonistes depuis Inception. Il y a eu un avant et un après Inception. Il y a eu Interstellar quand même. Ouais, mais même Interstellar, tu vois, ça reste froid, je trouve, par moment. Hein. Ça reste très clinique et chirurgical. Ça reste impactant par le biais, justement, du jeu avec la temporalité, qui, je trouve, sauve quand même pas mal de scènes d'émotion, qui, si elles n'avaient pas cet impact-là, ne marcheraient pas forcément. Mais je trouve qu'il y a vraiment eu un avant et un après Inception, où, dans Inception, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui se dégagent. Il y a vraiment une grande sensibilité, et après, ça devient un petit peu plus froid. Mais au-delà de ça, du coup, dans ce film particulièrement, je trouve que ça perd de son impact quand on bascule, quand l'explosion a eu lieu. On sait que derrière va y avoir ce qui va se passer. C'est-à-dire la fin de la Seconde Guerre mondiale, toute la terreur qu'il va y avoir autour de qui va balancer une bombe atomique entre l'Ouest et l'Est. Et Parce que les soviétiques vont avoir la bombe. c'est ça. Et du coup, ce qui devrait faire froid dans le dos, parce qu'on les voit tous se réjouir, a pas eu le désamorçage que j'attendais, parce que justement, il n'y avait pas l'émotion avant nécessaire pour m'attacher à ces protagonistes et presque avoir envie de dire pourquoi vous vous réjouissez, bande de connards, là, vous venez de lancer un truc. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Pour autant, ça a eu quand même un impact, parce que je trouve derrière qu'il y a des éléments scénaristiques qui font que tu es quand même touché par ce qui se passe à l'écran. Mais ce petit élément est un petit peu décevant. Peut-être une réponse pour toi. Vas-y. Pourquoi est-ce qu'ils se réjouissent? Parce que ça fait quand même 4 ans
qu'ils sont Oui, enfermés non. dans ce village. Cette Et partie-là, c'est je la comprends. preuve de... Cette partie-là, je comprends. C'est en fait l'impact que j'aurais aimé que ça ait émotionnellement sur moi. C'est-à-dire que je comprends pourquoi ils se réjouissent. Cette partie-là, je l'ai capté. C'est qu'émotionnellement, j'aurais aimé les détester encore plus. Tu vas me dire, pourquoi vous vous réjouissez? Tu vois, vraiment être haineux presque envers eux et jouer justement sur cette dualité. Mais là, je réinvente presque le film. Parce que au-delà de ça, comme tu l'évoquais, le film parle de plein de choses. Il parle du macartisme, il parle de la dualité dans le couple, qu'on peut même poser comme un trio. Ouais. Trinity, le Voilà. projet en plus. Mais il y a tout ça. Le film regorge en fait de possibilités d'interprétation qui sont particulièrement passionnantes et qui titillent encore et toujours cette idée que le spectateur ne doit pas uniquement être assis dans son fauteuil, mais peut être à la fois diverti et en même temps réfléchir aussi sur qu'est-ce que transportent ces personnages et quels sont leurs bagages finalement. Et cette partie-là, elle est très intéressante dans le scénario parce qu'elle est jamais fermée. Elle est jamais dans cette optique de, j'en sais rien, parlons avec trop d'allégories, gardons trop de mystère. Et là, justement, le fait qu'il s'ouvre à nous et que le mystère soit plus dans qu'est-ce que j'ai envie d'interpréter dans ce film, bah, c'est cette partie-là en fait que j'aime bien dans cette manière d'écrire de Christopher Nolan ici. Moi là-dessus, en fait, je reviens sur le fait que c'est un film, pour une fois, avec plusieurs thématiques qui est utilisé. Et c'est là où, pour moi, Christopher Nolan me perd. Parce que justement, il n'arrive pas à les mélanger correctement. Mhm. Pour donner un truc très simple, la partie du McCarthy, en fait, c'est une confrontation entre Strauss et Oppenheimer à travers justement un jeu de dénonciation, de manipulation. Là, c'est pour ça que je parlais de Following, parce que c'est justement une manipulation de l'un à l'autre. Si vous avez vu peut-être le Prestige, qui est un peu plus connu, c'est ce même principe. C'est-à-dire, un personnage manipule un autre afin justement de l'amener à se dévoiler et à partir de là, justement, d'être exposé. Et donc, c'est à savoir qui va manipuler l'autre. Et surtout, Nolan adore justement faire croire qu'il y en a un qui a réussi, mais en fait, c'est lui qui a perdu parce qu'il y a tout un mélange. Or, justement, cette partie-là, elle est expédiée à la fin, alors qu'on a juste des bribes au début. Il n'y a pas un équilibre suffisant pour moi là-dedans, alors que s'il avait une thématique, justement, il aurait pu louvoyer par plusieurs points de vue. Et à ce moment-là, moi j'aurais dit ok, parce que là, il nous aurait redonné. Ça n'aurait pas été le même film qu'il nous fait à chaque fois, mais il nous aurait redonné un Christopher Nolan classique qui, à mon avis, justement, serait plus équilibré, donc je serais mieux rentré dedans. Et Toi, il s'est trop éparpillé là en fait. Il est allé ça. sur trop de bords et finalement, il n'arrive pas à se recentrer, à faire en sorte que sa lecture du film soit plus claire. C'est ça. Alors je peux comprendre, c'est vrai que j'ai surtout ressenti dans les dialogues cette partie-là. Mm. Les dialogues qui sont parfois très, je dirais pas expéditifs, mais qui ont tendance à jeter beaucoup d'informations à la gueule du spectateur et peut-être pas faire le tri correctement. C'est vraiment un autre petit point noir qu'on pourrait mettre sur le film. Par contre, il faut reconnaître sur les dialogues, l'avantage c'est que justement, les dialogues se répondent les uns les autres à travers le temps, puisque justement, un dialogue qui se passe en 1939 peut faire écho à quelque chose qui se passe en 1950, puis ensuite on revient sur 1945, où on se retrouve comme ça une filature de dialogue. Mais ensuite, si ça aide à fluidifier la narration, ben, le problème c'est que ensuite c'est les enjeux qui ne sont plus fluides. Parce que justement, tel élément se rapporte à tel enjeu, mais il ne se rapporte plus aux autres enjeux sur lesquels on s'était intéressé avant. Donc voilà. L'écriture, il y a le frère de Christopher Nolan, donc Jonathan Nolan, qui était son co-auteur, je crois, jusqu'à Dark Knight Rises. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'après ils ont complètement arrêté de bosser ensemble. C'est eux ensemble qui ont conçu le concept d'Interstellar. Mais Je crois qu'ils avaient coécrit le Prestige ensemble. Et d'après un roman de Priest. C'est ça. Euh, Et après, ouais, ils ah ont non, plus rien fait parce que depuis Christopher Nolan bosse seul. Et je trouve que ça lui manque parce que je pense qu'il faudrait un regard extérieur. Il manque de recul, selon moi. Le seul avantage qu'il a en fait ici pour solidifier son écriture, c'est le fait que ça soit basé sur une biographie. Donc il peut pas non plus tergiverser et digresser dans tous les sens. Il est toujours obligé de se recentrer. Ce qui, je pense, joue aussi dans ce que tu évoquais comme la sensation que les dialogues se répondent dans le temps. Vu qu'il a une base dramatique qui est claire, nette et ancrée dans une temporalité définie, il peut pas se permettre d'aller dans tous les sens. Donc il joue justement avec des dialogues qui parfois sont peut-être un petit peu trop illustratifs dans son style, qui ici du coup vont plus avoir un côté jeu de montage, réponse de montage, ce qui est assez intéressant en soi. Et bien du coup en termes de mise en scène, comme je l'évoquais moi de mon côté, j'ai trouvé que Christopher Nolan, s'il ne réinvente pas son style, puisqu'on est vraiment dans la pure continuité de ce qu'il a l'habitude de faire avec...
encore une fois, beaucoup de gros plans, des tout petits travelling très légers qui vont jouer sur les personnages. Enfin, il y a tout de même quelques petits instants où on a la sensation que Christopher Nolan se permet, on va dire, quelques libertés visuelles, esthétiques qui sont assez intéressantes, qui, si elles ne sont pas novatrices et ne vont pas réinventer le genre, arrivent tout de même à emmener le film dans des retranchements qui sont assez impressionnants esthétiquement. En tout cas, de mon côté, je trouve que si on n'est pas sur un film où il révolutionne son style, comme je le déclinais au début, il le pousse dans une direction où il se permet quelques expérimentations. Alors, les expérimentations, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne vais pas cracher dessus. Au contraire, moi, c'est un truc qui m'a plu. Mais, moi, si tu permets, je vais parler de la limite. La limite, ça se résume en un seul mot, les dialogues chant contre chant. 3 mots, mais c'est... parce que c'est très simple. C'est chant, une phrase, contre chant, une phrase. Chant, une phrase, contre chant, une phrase. Et quand tu as repéré ça, surtout que c'est des paroles qui se répondent, quoi. C'est un vrai ping-pong verbal, tac, toc, tac, toc, tac, toc, sans avoir vraiment de changement de recherche de points de force dans l'image. Ça m'embête beaucoup. Surtout que là, je suis en train je me suis revu des Hitchcock il n'y a pas longtemps. Tu vois la différence quand même de mise en scène qui est énorme. Nolan a un très bel œil pour ce qui est de composer des plans impactants quand justement il a un enjeu dans la scène. Mais quand justement ce n'est pas la scène qui a un enjeu, mais quand c'est le dialogue, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il filme un dialogue. Il ne sait pas filmer un dialogue. Justement, ce qu'il fait, c'est il fait de la mise en scène. Là, c'est plutôt du conventionnel. Et vraiment, quand il y a des expérimentations, je prends, c'est banco, c'est toujours intéressant. Mais justement, il y a 3 heures, et 3 heures d'un film très bavard. Ouais, tu peux donc dire qu'il y a 2 heures de dialogue, hein, quasi non-stop, hein, c'est impressionnant de ce point de vue-là. Donc, autant la toute première image est géniale, puisque c'est un plan d'eau dans lequel il y a des gouttes qui tombent. Et les gouttes, évidemment, ça fait des formes d'ondes sismiques, d'ondes bombes atomiques, alors que c'est de l'eau, comme l'eau lourde aussi, c'est pas du feu comme le fait la bombe atomique. Donc, il y a de très belles choses. Mais ensuite, il y a le reste, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Ce film-là n'est pas équilibré pour moi. C'est pour ça que pour moi, c'est un des Nolan que j'aime le moins, je dois dire. Mais c'est surtout à cause d'un problème de mise en scène. Ok. Alors moi je t'avoue que de mon côté j'ai pas eu trop ce problème là. Après j'avoue que j'ai identifié en fait la manière qu'il a de filmer les dialogues, donc je t'avoue que je m'y suis peut-être un petit peu habitué. Ça c'est peut-être si je devais amener un truc. Je tiens à dire aussi que la partie vraiment que moi j'aime ici, c'est qu'il a vraiment trouvé depuis quelques temps, si on peut remettre en question ses scénarios, on peut pas remettre en question la puissance de ses images, parce qu'avec Hoyte van Hoytema, il a vraiment trouvé en lui un excellent directeur de la photographie qui arrive à filmer le gigantisme et qui aussi donne une vraie perspective au champ qu'il y a même dans les dialogues. Ça peut sembler anecdotique, mais je trouve qu'il y a un vrai avant et après Hoyte van Hoytema dans la manière qu'il a de mettre en perspective les personnages dans le cadre. Ça se voit surtout dans les endroits clos, parce qu'il y a beaucoup de parties en huis clos dans ce film-là. Et arriver à filmer le son dans une petite pièce, c'est pas donné à tout le monde. Tout à fait. Et effectivement, là, le travail est très bien fait. Ouais, voilà. Mais là, justement, tu peux voir justement la différence. C'est quand c'est la scène de procès, justement, là, la question c'est où penche la balance du pouvoir de l'accusation, de la défense. Et donc la caméra choisit un angle pour inclure des personnages dedans ou pour en exclure. Donc là, justement, ce n'est pas un champ contre champ, champ contre champ. C'est moins classique, c'est plus dynamique et c'est clairement plus créatif. Oui. Après, le reste du temps, moi je t'avoue que j'ai vraiment trouvé que le temps passait vite. Il y a peut-être eu vraiment à partir du moment où la bombe A explose, en tout cas dans les tests, où je me suis dit, ok, à partir de là, le film bascule, où est-ce qu'il veut m'emmener? Et clairement, en fait, Christopher Nolan a vraiment divisé son film, je dirais, en 2 tiers, 1 tiers. Il y a vraiment 2 tiers où c'est, on se centre sur Robert Oppenheimer, on voit sa vie de famille, on voit comment il en est arrivé à Los Alamos, on voit comment il a développé la bombe avec tout le monde, comment il l'a fait exploser et comment les premiers tests ont eu lieu. Et puis ensuite, il y a cette bascule donc dramatique où on passe sur, maintenant qu'elle est faite, qu'est-ce qui se passe ? Et donc à partir de là, il y a clairement un jeu de la part de Christopher Nolan qui veut peut-être pas jouer sur de la frustration, mais en tout cas sur une certaine forme d'interrogation autour du spectateur, en lui posant, bah maintenant que tu as tous tes enjeux qui sont placés, qu'est-ce qui te reste? Il reste un mec.
Et ce mec-là, il est posé tout seul dans son cadre, et on sait plus vraiment à quoi il sert. Parce que clairement, on le délaisse, il y a même Groves qui se barre en disant je vais te tenir au courant, il tient pas au courant. C'est un peu ce que disait Buzz Aldrin en même temps quand il est rentré sur la Lune. Parce que maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire dans ma vie? Exactement. Et j'aime bien cette désolation presque qu'il laisse autour de son personnage, parce que niveau mise en scène, pendant un tout petit laps de temps, je dirais 20 minutes, bon, sur 3 heures ça reste quand même assez monumental, mais pendant 20 bonnes minutes après l'explosion de la bombe A, il y a presque un instant de suspens où j'ai quasiment plus entendu la musique, où j'étais presque en train de regarder un mec qui était triste, et où j'étais presque à ce moment-là en train de ressentir l'émotion que j'espérais depuis le début du film. Et c'est là en fait que je me suis dit, là il tient quelque chose. Là sa mise en scène elle a un impact. Parce qu'elle est supposée filmer quelqu'un qui est perdu. Lors du discours dans l'espèce d'amphithéâtre. Ah, celle-là, elle est fantastique et ça combine tout ce qu'on évoquait. Il y a un peu d'expérimentation graphique avec le tremblement du décor. Ça, c'est le plus du film. C'est ça, il y a le jeu avec le son qui est fantastique parce que réellement, à un moment, le discours se coupe sur des applaudissements et puis on entend juste un cri et là, le son est aspiré. Et on entend juste vaguement des bruits de pieds sur le sol et c'est vraiment impressionnant. Mais je trouve que c'est à l'image, par exemple, de l'explosion du test de la bombe A. Enfin, c'est hyper anecdotique comme style d'effet en fait. La suspension du temps, le jeu avec la disparition de la musique, la disparition du son. C'est justement un de ces moments où le dialogue n'est plus le centre de la mise en scène. C'est plus l'enjeu. Franchement, Monsieur Nolan, je ne sais pas si vous verrez cette vidéo, mais ne faites pas des films à dialogue, faites des films justement à enjeu scénique. Là, non, vous êtes génial, clairement. Mais on en revient sur le fait que c'est la première fois que Christopher Nolan s'essaie à ce style de film vraiment à part entière, parce que c'est vrai que même tu regardes Tenet, ça reste un film d'action, pur et dur. Même Tenet, c'était quasiment une régression d'une certaine manière, parce que justement c'était un concept. C'était conceptuel, point. On regarde, parce que même des films un peu conceptuels, comme justement Memento ou Inception, ensuite il brode tout autour. C'est ça. Il brode avec l'équipe, ou il brode avec justement les tatouages. Avec un jeu de mystère. Voilà. Et avec une double narration d'ailleurs, déjà en couleur et noir et blanc. Voilà. C'est vrai que maintenant je fais le lien, mais il y avait déjà cette expérimentation-là qui n'est pas toujours présente dans son cinéma, mais il y a une envie de Nolan de revenir à quelque chose de plus simple. Et de plus stylisé visuellement et moins de stylisé dans ses effets un petit peu surdimensionnés, comme à chaque fois où il vendait un petit peu ses films, parce que mine de rien il vendait Tenet sur le fait que c'était un film qui jouait sur le temps avec un concept et avec en plus l'effet de mise en scène qu'il y avait des scènes qui avaient réellement été tournées à l'envers. Tu avais le concept d'Inception qui était vraiment basé sur un plan de narration à multiples et il y avait déjà la temporalité dedans. T'as Interstellar, enfin là on vient vraiment sur un film où il se dit c'est un film somme. C'est un film somme, mais c'est un film somme qui revient pour autant en arrière, qui se dit je vais prendre ce que j'ai appris avec le temps, les effets plateaux, la praticité, le fait qu'il se donne comme pour des filles, et si on arrivait à recréer une explosion atomique mais sans le problème du nucléaire. Il a dû être frustré quand on ne peut pas pouvoir en faire péter une petite bombe. Ça c'est possible. Mais donc voilà, il y a tout ça, et en même temps il se dit, revenons sur une narration, je dirais pas à la Memento, mais qui visuellement inspirera un petit peu les fans de Memento. Donc j'aime cette idée-là. Encore une fois, ou le prestige. Parce que la partie avec Albert Einstein, et la partie à la fin donc avec Strauss, c'est le prestige sans les magiciens. C'est pas faux. C'est pas faux. Enfin, plutôt avec des magiciens mais sans la magie. Oui. Parce que remarque, attends. Il y a un petit peu de magie. Il y a la magie de la presse, il y a la magie de la politique, la magie du macartisme. Ou la sorcellerie. La magie du macartisme ou la sorcellerie plutôt. Voilà. La magie des communistes. La magie des communistes. Ah ça par contre, le mot communiste, je crois que je l'ai plus entendu que dans un film soviétique. Ah la vache, oui, ça c'est clair, Bon. Saluons un peu le travail aussi de Ludwig Göransson à la composition musicale qui expérimente quand même pas mal et je trouve qu'il arrive vraiment bien à reprendre la main depuis que Hans Zimmer a un peu lâché Christopher Nolan. Ça aussi c'est un classique dans la filmographie de Nolan d'avoir des musiciens expérimentaux. Ouais, puis des grandes envolées, quoi, des grands jeux avec des petites expérimentations, comme on l'évoquait. Des lignes de basse très très sourdes justement. Un jeu autour du crépitement d'un compteur Gégère ou d'un jeu avec les... C'est vrai que c'est assez proche de la musique concrète aussi. Ouais, non mais oui, il y a quelque chose de palpable, c'est presque physique par moments, c'est presque organique en fait comme musique. C'est très immergent. Ouais, ça c'est clair. Casting. Oui. Le casting costaud. On pourrait se perdre dans ce casting tellement à chaque plan j'étais en train de me dire oh la vache je connais ce mec là, oh je connais ce mec là, oh je connais ce mec là, oh je vois déjà qui c'est lui. Plus encore quand tu vois le générique. Ça c'est clair. Dans les rôles principaux, on peut déjà parler de Cillian Murphy comme ça sera fait. 8ème collaboration avec Nolan.
et première où il est En tête en d'affiche. tête d'affiche. Donc félicitations à lui parce que c'est mérité. C'est clair. Très impressionnant. Il est vraiment bon, Cillian Murphy. Il en sort extrêmement bien. Il porte à merveille le personnage de J. Robert Oppenheimer. Enfin, il est possédé par le personnage. Il lui donne vraiment beaucoup de charisme. Mhm. Beaucoup de charme aussi par moment. Parce Ouais, que c'est quelqu'un d'arrogant mais quand même assez charismatique. ça, c'est clair. Ne Ça, serait-ce c'est que clair. parce que justement on a envie d'être à ses côtés parce que il donne l'impression qu'effectivement on va faire de l'histoire. Exactement. Nous avons Emily Blunt, Alors, qui n'est plus à saluer, tellement cette C'est- actrice est talentueuse et très douée, elle est merveilleuse. Nous avons Matt Damon aussi, qui est très très bon dans le rôle de celui-là m'a Bros. surpris, j'avoue, quand je l'ai vu, je me suis dit, j'ai pas pu m'empêcher de Encore penser lui à... Non, je pensais à Team America avec son personnage. Matt Damon. Damon. Matt Damon. Non, en fait, il est très bon. il est très Mais non, il est vraiment excellent. Robert Downey Jr. qui est impérial, je ne trouve. l'ai pas reconnu du tout. Et en plus, comme je l'ai vu en anglais, je connais pas assez sa voix. Il Et m'a scotché, lui. Il est vraiment hallucinant et je comprends pourquoi il est fier de ce film et fier de le porter parce que réellement il s'est donné à fond pour le personnage. mérité. Ouais, non, c'est excellent. Florence Pugh aussi dans les rôles de tertiaire, qui est très bonne dans le rôle de Jean. Un personnage quand même extrêmement trouble, extrêmement compliqué, parce Oui. que le fait qu'elle exige des fleurs tout en les refusant à chaque fois, Qu'elle Faut- demande faut- à voir Robert Oppenheimer, mais en même temps de lui dire d'aller se faire foutre. voilà, il faut vraiment arriver à jouer ce côté attirance-répulsion. Bah, ce côté et bipolaire ce- presque, hein, ce côté Bah, bipolaire. ouais. Ah, c'est compliqué. Hein. Après, dans les rôles Regard habité. plus tertiaires, alors là, on a Josh Hartnett, on a Rami Malek, on a Kenneth Branagh, on a Jason Clarke, on a David Krumholtz, on pourrait citer Alden Ehrenreich, on peut citer Benny Safdie, Macon Blair, qui est-ce que j'avais chopé de Tony Goldwyn, Dan Dehan, Jack Quaid, enfin James Remar, enfin c'est hallucinant le nombre d'acteurs qu'il est allé chercher. Et là, c'est des acteurs, donc justement, c'est quasiment un Wes Anderson, on va Ah oui, dire. non, mais c'est vraiment Mais, pour garnir le film et pour surtout faire en sorte qu'on se rappelle de ces Et personnages. pour montrer plein de personnages, justement. Et moi, je proteste parce qu'il n'y a pas Louis Slotin. Alors, Louis Slotin, on va aller voir la vidéo de Astrono Geek sur le Demon Core, parce que c'est le mec qui a été le plus irradié au monde. Ce mec-là allait dans les bassins d'eau pour réparer un réacteur nucléaire à poil quasiment. Et Ah oui, donc Fermi lui a dit 1 an avant sa mort, continuez comme ça et vous survivrez pas plus d'1 an. Et à cause d'un accident qui est raconté dans le film Les Hommes de l'Ombre, donc de Roland Geoffrey, justement, il a fait une expérimentation vraiment à la barbare. Il y a eu un accident, et plein de rayonnements dans la gueule, eh ben, et 5 jours plus tard, nécrose totale. Monstrueux. Et ce mec-là, dont on raconte que justement il venait en jean, en vêtements de cow-boy sur la préparation de Trinity. On le voit pas, mais putain, tu vois un mec qui fait le clown autour d'une bombe atomique. honnêtement, Je pense vu que le j'en ai sérieux rigolo. du film, ça aurait peut-être été un petit trop de décalage peut-être. Hein. Peut-être. Mais oui. Attendez. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et après, je vous spoil pas, mais il y a 2 caméos dans le film, un en milieu de film et un vers la fin. Je vois au moins un des deux. Ouais, et je trouve que c'est un petit peu dommage de les spoiler, donc je ne vous les C'est spoil mignon. pas. Évitez de regarder les fiches Allociné ou IMDb parce qu'ils sont marqués dessus. On arrive à la fin de cette vidéo, mon cher Mathieu. Qu'est-ce que tu retiens de Oppenheimer? Alors, c'est bien de quitter le cul-de-sac qui était Tenet, mais c'est pas encore ça. Alors, Christopher Nolan est encore un très grand nom du cinéma, donc j'espère qu'il va rebondir. Je crois que malheureusement ce film-là déjà va être trop long pour le grand public, c'est un peu dommage. Il va être intéressant à analyser pour genre les scènes qui vont rester à mon avis dans l'histoire du cinéma. Mais ensuite il y a le gras qui en trop. Et c'est pas encore ça. Donc malheureusement c'est pas mon meilleur de Nolan, c'est pas mon préféré. De loin. Mais j'attends encore une fois le prochain Nolan parce que c'est Nolan quoi. Et il nous a prouvé tellement de fois qu'il pouvait faire du bon truc. Ah bah ça, c'est clair. Bah, du coup, de mon côté, je vais être un petit peu plus positif parce que je retrouve un Nolan qui me plaît en fait. Parce que Tenet m'avait vraiment refroidi et je m'étais dit c'est bon, c'est terminé, je l'apprécie plus. Et là, je retrouve un cinéaste qui revient de l'intime sans forcément trop en faire, qui cherche à être
plus travaillé dans son écriture plutôt que de baser tout sur un concept et de délaisser un peu les protagonistes derrière. Il garde son rythme, il garde sa patte, il garde son visuel, il expérimente par moments parce qu'il sait qu'il peut se permettre des choses comme ça, vu qu'il peut pas forcément en faire trop au niveau de l'écriture. Donc j'aime bien en fait Oppenheimer. Je dirais que dans sa filmo, moi je le mettrais vraiment en fin de premier tiers. C'est vraiment un film qui tente des choses, qui propose des idées, qui a envie de nous embarquer dans son univers, qui a envie de nous faire comprendre la vie de cet homme et à quel point c'est vraiment un roller coaster émotionnel pour lui, dans le sens où il est passé de je suis sur un gros projet, j'ai fait de la merde, oh là là, je vais me racheter, non, non, non. Et je trouve que ça marche, et encore une fois, enfin, ça il a plus besoin de le prouver, mais grand directeur de casting, capable de porter des acteurs dans leur retranchement, de leur faire livrer des performances absolument folles, enfin. Ouais, là j'aime vraiment beaucoup Oppenheimer de Christopher Nolan. Bon, bah, dans ce cas, tu es le pôle Nord et je suis le pôle Sud. Et ça me va, ça Et, me va. les Je suis électromagnétiques, le- les deux, s'accrochent. Tout à fait, j'aurais dit le proton, le neutron. Ah oui, mais tous les protons n'ont pas forcément de neutrons. Oui, c'est pas faux, donc ça ne marche pas. Merci mon cher Mathieu d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi. Comme toujours, encore. c'est un plaisir. Ah, mais plaisir partagé. Je ne Comme sais toujours. pas pourquoi on se retrouvera, mais on se retrouvera un jour, certainement. We'll meet again, don't know where, don't know where. C'est dans quel film qu'on entend celle-là? Oh là, je ne l'ai plus, je me prends au dépourvu. Docteur Folamour. Oh. Quand tout Oui, explose. c'est vrai, avec justement une bombe. Voilà. Tout est lié, putain, il arrive à tout lier, c'est magnifique. Arrêtons de nous en faire et aimons la bombe. On va dire aux gens d'aller voir des films, mon cher Mathieu. Oui, bien entendu. Parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films ici, bien évidemment. A plus. Et maintenant, allons dormir. Après cette bombe, allons dormir. Ouais, comme disait aussi le général de Napoléon, maintenant qu'il est enterré, à mourir.